Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire des années 1920. Alors, installez-vous pendant que nous partons au Mexique. En 1922, le Mexique sortait de plusieurs années de bouleversements politiques provoqués par la Révolution mexicaine. La capitale du pays, Mexico, comptait environ 750 000 habitants et était le centre de la vie politique, économique et culturelle du Mexique. Elle reflétait à la fois l'héritage de l'ère révolutionnaire et les espoirs de la nation pour l'avenir. Les ministres du gouvernement, les banques, les journaux et les industries en pleine croissance étaient concentrés dans la ville et des gens venaient de tout le pays pour y travailler. Bien que l'inégalité économique soit restée un défi, la stabilité relative du début des années 1920 a encouragé l'investissement et la croissance commerciale, aidant Mexico à renforcer sa position comme l'un des centres urbains les plus importants d'Amérique latine. La matinée du 10 juillet 1922 semblait comme toutes les autres dans la Colonia Roma, un quartier élégant de Mexico situé juste à l'ouest du centre historique. Devant le numéro 48 de la rue Tonala, un sénateur nommé Francisco Tejeda Llorca discutait avec quelques-unes de ses connaissances. Il avait survécu aux années les plus violentes de la Révolution mexicaine et occupait désormais un poste clé dans la politique nationale. Peu avant midi, une voiture s'est arrêtée près de chez lui, ce qui ne l'aurait normalement jamais inquiété et, n'importe quel autre jour, serait passé inaperçu. Cette fois, cependant, une jeune fille de 14 ans est sortie du véhicule et s'est dirigée directement vers lui. Elle était entièrement vêtue de blanc et, le regardant, elle a crié qu'il avait tué son père. Le sénateur se tourna vers elle et la regarda. Il sourit puis s'approcha d'elle, exigeant une explication. Avant que grand-chose ne soit dit, la jeune fille sortit un pistolet et tira sur lui. Francisco Tejeda Llorca tomba au sol alors que la panique éclatait dans les rues. Certains coururent l'aider, d'autres fuyaient pour se mettre en sécurité. Pendant que tout cela se passait, la jeune fille resta immobile, observant la scène comme si elle doutait de ses actes. Le sénateur a été ramené en hâte à l'intérieur de sa maison, mais peu après, on a annoncé sa mort. María del Pilar Moreno Díaz, fille d'un journaliste et homme politique tué quelques semaines plus tôt, venait de commettre un acte dont la nouvelle s'est vite répandue en ville. Dans les cafés, les salons de coiffure, les épiceries et au coin de rue de toute la capitale, tout le monde parlait de la jeune fille qui avait tiré sur un sénateur en plein jour. Les journaux consacrèrent leur première page à l'affaire et consacrèrent de nombreuses colonnes à la tragédie. À chaque nouvelle édition, l'histoire captivait l'imagination du public, transformant un crime local en une sensation nationale. Mais en découvrant le contexte, beaucoup de Mexicains virent cet acte non comme un crime isolé, mais comme l'aboutissement d'événements commencés des semaines auparavant. Le père de María del Pilar était Jesús Moreno, le directeur du journal El Herald de Mexico et une personnalité politique de plus en plus importante. À l'époque, il se présentait pour un siège au Congrès, représentant une circonscription de Veracruz, un grand état du Golfe à l'est de Mexico et l'une des régions commerciales et portuaires les plus importantes du Mexique. Ses ambitions politiques et son influence croissante l'avaient mis en conflit avec le sénateur Francisco Tejeda Llorca, un puissant vétéran révolutionnaire doté de vastes connexions politiques. La rivalité entre ces deux hommes n'était pas née par hasard. Ils avaient des désaccords politiques et des différends personnels, et on savait que dans son journal, Señor Moreno avait critiqué le sénateur et que le sénateur s'était plaint d'avoir été soumis à des attaques et des menaces constantes. Le 24 mai 1922, le sénateur Tejeda s'est rendu au ministère de l'Intérieur à Mexico. Le bâtiment était un centre d'activité politique. Et ce matin-là, lui ainsi qu'un certain nombre d'hommes politiques, de fonctionnaires et de visiteurs s'étaient rassemblés dans l'espoir d'obtenir une audience avec l'une des personnalités politiques les plus importantes du pays. Un homme nommé Plutarco Elias Calles, qui était le secrétaire de l'Intérieur et que beaucoup considéraient comme le futur président du Mexique. Quelques minutes après l'arrivée du sénateur Tejeda, Jesús Moreno fit également son apparition. En tant que directeur de El Herald de Mexico et candidat au Congrès pour Veracruz, il était déjà une figure bien connue et la plupart des hommes politiques et des journalistes politiques savaient que depuis un certain temps, la relation entre les deux hommes se détériorait. Des désaccords politiques, une animosité personnelle et des critiques échangées par le biais des journaux et de déclarations publiques les avaient transformés en rivaux acharnés. Sur place, M. Moreno s'est approché du sénateur et ils ont commencé à se disputer. Rapidement, des employés du gouvernement les entourèrent et une foule se rassembla. La confrontation devint alors physique.
Les insultes ont mené à des bousculades, puis à une bagarre entre les deux hommes. On a tenté de les séparer, mais alors que les insultes et les coups pleuvaient, le bruit des coups de feu a soudainement retenti à travers la foule. Puis, pendant un instant, il y eut un silence stupéfait. Quelques secondes plus tard, d'autres coups de feu ont retenti. Après cela, tout le monde s'est mis à courir, et la foule qui s'était rassemblée par curiosité s'est alors enfuie, prise de peur. Lorsque la fumée et la confusion commencèrent à se dissiper, Jesus Moreno fut retrouvé allongé sur le sol. Du sang tachait ses vêtements, et il luttait pour rester conscient. Son chauffeur s'est précipité à ses côtés, a tenté de le soutenir, et ceux qui étaient au resté ont appelé frénétiquement les secours médicaux. Une ambulance de la Croix-Rouge arriva rapidement, et l'homme blessé fut placé à bord et transporté d'urgence à l'hôpital pour y recevoir des soins. Mais malgré tous les efforts des médecins, ses blessures se révélèrent trop graves. Et peu de temps après son arrivée, le journaliste, rédacteur en chef et candidat au Congrès était mort. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. La nouvelle provoqua une onde de choc à travers le Mexique. Jesus Moreno n'était pas une figure politique obscure, mais un journaliste de premier plan dont le journal El Herald de Mexico était largement lu dans tout le pays. Ses ambitions politiques croissantes avaient également fait de lui une personnalité bien connue de la vie publique, ce qui a permis aux informations sur la fusillade de se répandre rapidement au-delà de la capitale. Les journaux ont sorti des éditions spéciales, tandis que politiciens et journalistes débattaient des circonstances de l'altercation mortelle. Les partisans de Señor Moreno ont condamné le meurtre, tandis que d'autres attendaient que l'enquête officielle détermine exactement ce qui s'était passé. À l'hôpital, la scène était marquée par la tristesse et la confusion. La famille Moreno s'est précipitée à son chevet, espérant encore sauver la vie. Leurs espoirs ont vite été anéantis, et lorsque la nouvelle de sa mort a été confirmée, le choc émotionnel a été dévastateur. Il a été rapporté que l'une de ses filles s'est effondrée en voyant le corps sans vie de son père et que les proches peinaient à se réconforter mutuellement face à la perte soudaine d'un mari et d'un père. Quelques heures plus tôt, il préparait l'avenir, Señor Moreno menant sa carrière de journaliste et sa campagne pour le Congrès. Mais désormais, tous ses projets s'étaient envolés. Pour María del Pilar Moreno, âgée de 14 ans, la perte fut particulièrement profonde. Elle avait eu une enfance confortable et était très attachée à son père. Le sénateur Tejeda s'est présenté aux autorités, accompagné de plusieurs députés témoins de l'altercation. Avant même de faire une déclaration officielle, il a publiquement défendu ses actes. Il a affirmé que Señor Moreno avait lancé l'attaque et qu'il était sous l'influence de l'alcool. Selon la version du sénateur, le journaliste avait sorti un revolver pendant la bagarre et le sénateur a déclaré qu'il avait réussi à s'emparer de l'arme et avait tiré en légitime défense. Certains ont rejeté cette explication. Les examens pratiqués sur le corps de Señor Moreno n'ont révélé aucune preuve qu'il ait été en état d'ivresse, ce qui contredisait l'une des affirmations principales du sénateur Tejeda. De plus, beaucoup d'amis journalistes de Señor Moreno, ainsi que ses collègues et ses partisans politiques, considéraient l'incident comme un homicide injustifié, plutôt que comme un acte de légitime défense. À mesure que de nouveaux détails émergeaient, les journaux publiaient diverses versions des faits devant le ministère de l'Intérieur.
Certains soutenaient le sénateur, tandis que d'autres contestaient sa version et réclamaient une enquête indépendante approfondie. La fusillade n'était plus simplement un différend personnel entre deux hommes, mais une affaire d'importance nationale. Lors des funérailles de son père, María del Pilar a exprimé ouvertement son indignation. Elle croyait que son père avait été assassiné et que l'homme responsable se promenait librement dans les rues de Mexico, protégé par sa position et son influence politique. Ses amis et proches s'inquiétaient de son chagrin profond, accompagné d'une colère croissante. Pour la jeune fille de 14 ans, la justice semblait non seulement retardée, mais totalement absente. Au cours des semaines suivantes, elle semblait devenir de plus en plus renfermée, à mesure qu'il devenait de plus en plus évident que le sénateur Tejeda ne subirait aucune conséquence immédiate pour la fusillade. L'immunité parlementaire du sénateur, combinée à ses vastes connexions politiques, rendait toute tentative de le poursuivre extrêmement difficile. La procédure judiciaire avançait lentement et une action rapide semblait peu probable. Pour de nombreux observateurs, en particulier ceux qui soutenaient la famille Moreno, l'affaire semblait vouée à l'impunité. La perception qu'un homme était mort, tandis que l'autre échappait à la justice, alimentait le débat public et le ressentiment, des sentiments que María del Pilar partageait avec une intensité croissante. Cependant, la jeune fille de 14 ans n'a jamais accepté la situation. Après les funérailles de son père, elle se rendait fréquemment sur sa tombe et sa mère observait le chagrin de sa fille se transformer lentement en obsession. Tandis que les adultes discutaient de droit et de politique, l'adolescente comprit simplement que personne ne punirait l'homme ayant tué son père. Le matin du 10 juillet, elle quitta son domicile accompagnée d'une tante. Elle était vêtue de blanc et dit qu'elle allait à la messe. Cependant, elle avait dissimulé un pistolet dans sa poche. En arrivant à la Colonia Roma, l'endroit où vivait le sénateur Tejeda, la jeune fille descendit de la voiture et s'avança vers lui. Lorsqu'elle fut assez proche, elle tira. Bien qu'il ait pu s'agir d'une jeune fille voulant venger son père, des témoins ont dit avoir entendu plus de coups de feu qu'on ne pouvait attribuer à une seule arme. Des rumeurs ont circulé au sujet de la présence d'un second tireur, et certains voisins du sénateur ont déclaré avoir vu un jeune homme armé près des lieux. Ces témoignages, cependant, n'ont jamais été confirmés et n'ont jamais joué un rôle décisif dans aucune procédure judiciaire. Après la fusillade, la mère de la jeune fille, Señora Ana Moreno. Reno Diaz a été appelée sur les lieux et, lorsqu'on lui a dit ce que sa fille avait fait, elle l'a emmenée dans les bureaux de El Herald de Mexico, l'endroit où son mari avait travaillé. Là, une décision cruciale a été prise. Il a été jugé préférable que María del Pilar se rende aux autorités. Ainsi, accompagnée de sa mère et de représentants du journal, la jeune fille s'est rendue à la police et s'est livrée. Lors de l'interrogatoire, elle a admis avoir tiré sur le sénateur et n'a guère cherché à nier ses actes. Elle est restée très calme et n'a montré aucun signe de remords. En fait, elle a déclaré qu'elle avait agi parce que la justice n'avait pas puni l'homme responsable de la mort de son père. Dans son esprit, la loi avait protégé le sénateur tout en refusant la justice à sa famille. Les autorités ont immédiatement engagé des poursuites judiciaires. Et bien qu'elle fût mineure, le meurtre d'un sénateur éminent en plein jour était une affaire trop grave pour être traitée avec indulgence. María del Pilar a passé ses premières nuits en détention pendant que les enquêteurs recueillaient les déclarations des témoins et tentaient de reconstituer les événements dans la rue Tonala. Pendant ce temps, la nouvelle de la fusillade s'est rapidement répandue à travers le pays, transformant l'affaire en une sensation nationale. Les journaux ont largement couvert l'affaire, la plaçant souvent en première page pendant plusieurs jours d'affilée. Des photos de la jeune fille de 14 ans accompagnaient des récits dramatiques sur la fusillade et de longues discussions sur la mort de son père, survenue auparavant. Les éditoriaux débattaient pour savoir si elle était criminelle ou victime de circonstances indépendantes de sa volonté. L'opinion publique s'est rapidement retrouvée profondément divisée. Certains la voyaient comme une meurtrière s'étant fait justice elle-même. D'autres la voyaient comme une fille en deuil, poussée à un acte désespéré après l'échec des autorités à rendre justice. Avec la montée de la sympathie publique, des lettres de soutien affluaient du Mexique entier et de nombreux citoyens exprimaient leur admiration pour son courage et son dévouement envers la mémoire de son père. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, la jeune fille de 14 ans devenait de plus en plus un symbole de la frustration du public face aux privilèges politiques et à la perception que les hommes puissants pouvaient échapper à toute responsabilité. Ce qui avait débuté comme une enquête pour meurtre devenait l'une des affaires judiciaires les plus suivies de l'histoire moderne du Mexique. Bien que María del Pilar ait reconnu avoir tiré, la procédure judiciaire était loin d'être terminée.
Les enquêteurs ont recueilli les témoignages des témoins. Les avocats ont examiné les circonstances entourant la mort de son père, ainsi que celle du sénateur Tejeda, et les tribunaux ont entamé la longue tâche de déterminer son sort. Alors que l'affaire suivait son cours dans le système judiciaire, les journaux rapportaient chaque développement en détail, veillant à ce que l'intérêt du public reste intense. Mois après mois, l'affaire continuait de dominer les gros titres, avec des partisans et des détracteurs qui suivaient chaque nouveau développement. Près de 2 ans s'écoulèrent avant que l'affaire ne soit finalement présentée devant un jury en 1924. Après avoir entendu toutes les preuves et les arguments présentés par les deux parties, María del Pilar Moreno Díaz a été acquittée. Le verdict a été accueilli avec enthousiasme par de nombreux partisans. Et lorsque María del Pilar est sortie du tribunal, elle a traversé une foule qui célébrait sa liberté. Certains témoignages ont évoqué un chemin fleuri, les fleurs ayant été lancées par des admirateurs et sympathisants. Avec ce verdict, l'une des affaires criminelles les plus extraordinaires du Mexique post-révolutionnaire s'est enfin achevée. Les décès de Jesús Moreno et du sénateur Francisco Tejeda étaient survenus à un peu plus de 6 semaines d'intervalle, mais avaient donné lieu à un drame qui avait captivé la nation. La politique, le journalisme, la loyauté familiale, la vengeance et les questions de justice s'étaient tous mêlés dans une histoire qui avait rempli les colonnes des journaux et divisé l'opinion publique. Ceux qui critiquaient la jeune fille la voyaient comme coupable d'un meurtre prémédité. Ses partisans, cependant, la voyaient d'une manière très différente. Une fille dévouée, poussée à prendre des mesures désespérées après avoir perdu confiance en la justice pour condamner le meurtrier de son père. Certaines personnes pensaient que la décision du jury était basée sur le fait que María del Pilar avait reçu tellement de sympathie à travers tout le Mexique. Plus d'1 siècle plus tard, l'affaire continue de susciter des débats. Les historiens ne sont toujours pas d'accord sur la façon dont María del Pilar Moreno doit être considérée, comme une criminelle, une meurtrière ou une figure tragique victime de circonstances extraordinaires. Quelle que soit la conclusion à laquelle on parvient, les événements de 1922 restent parmi les épisodes les plus fascinants de l'histoire moderne du Mexique. Une histoire de chagrin, de perte et de vengeance qui a ému une nation entière. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos retours. Et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.